C'est quoi ton travail? Moi, je suis instituteur primaire. La différenciation, c'est très bien, donc différencier pour chaque enfant, c'est bien. Mais je pense que c'est pas toujours leur rendre service que de leur prémâcher le travail par rapport à la suite de leur vie, où voilà, ils vont quand même arriver à un moment, à une vie adulte, où il y aura des difficultés, où il y a des choses dans lesquelles ils seront moins doués et ils devront y faire face comme nous on y a fait face. Comment tu impliques les parents dans l'apprentissage des enfants? J'implique pas. Mais ton gamin, il va pas arriver parfait comme dans un petit moule, machin, il aura peut-être des difficultés, etc. Et tu vas devoir payer des gens pour pouvoir l'aider si tu sais pas le faire. Salut, tu peux m'appeler Maud. Moi, c'est Sid. On est les fondateurs du projet TOC. Ce qu'on veut faire, c'est mettre en avant des profils de gens passionnés, mais surtout passionnants, que ce soit par leur métier, histoire de vie ou personnalité. On sort des vidéos régulièrement, donc si t'aimes ce qu'on propose, n'hésite pas à nous soutenir sur notre Patreon qui va s'afficher juste là. Et ça s'affiche là. Bref, il sera en description. Tu peux t'abonner, Tu peux liker. tu peux partager, ça nous aidera beaucoup. Sur ce, bonne vidéo. Salut Romain. Salut Eric. Ça va? Ça va super et toi? Ça va, ça va. C'est quoi ton travail? Moi, je suis instituteur primaire. Tu voulais faire quoi quand t'étais gamin? J'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'ai jamais eu de grands rêves. Mais le fait d'être dans une famille de profs, ça a sûrement éveillé une vocation à un moment ou à un autre. Mais c'est vrai que c'était pas un truc inné ou auquel j'ai pensé directement, quoi. Personne m'a poussé dans cette direction-là et je suis arrivé en réto et il fallait faire un stage. J'étais dans une école artistique et je me suis dit, bah, pourquoi pas aller enseigner l'art en maternelle et en primaire. Et de là, Ok. ça m'a Et plu. tes parents, ils avaient quoi comme une bonne relation avec le métier de professeur? Enfin, genre, Ouais, tu voyais ouais. ça... Ouais, c'est ça, je pense que eux l'ont plus vécu comme une espèce de vocation, et c'était des passionnés, donc c'est vrai que ça m'a toujours paru intéressant. En tout cas, j'ai toujours été en contact avec des gens qui vivaient ce métier-là de manière passionnée et intéressante, donc j'avais pas une mauvaise image du métier, donc effectivement ça a dû jouer un rôle dans Dans ton choix. mon choix, ouais, effectivement. Tu avais quelle expérience avec tes professeurs, toi? C'est marrant parce que genre, j'ai toujours eu, j'ai eu une assez bonne expérience, mais mes 3 professeurs de primaire, c'était toujours des professeurs en fin de carrière, donc c'était 3 dames qui prenaient leur pension juste après moi. Donc j'avais vraiment Un peu fatigué peut-être Pas forcément fatigué, elles aimaient bien ce qu'elles faisaient, mais il y avait quand même cette distance générationnelle où voilà, on se comprenait pas, quoi. Enfin, je veux dire, on vivait même pas dans la même époque, et donc il y avait pas ce lien que moi je pense maintenant avoir avec mes élèves, donc c'est vrai que il y a quand même une espèce de distance, même si j'ai des bons souvenirs de mes primaires, et c'était 3 chouettes profs, je pense, mais quand même très traditionnelles, très distantes. C'est vrai que pour les anciennes générations, l'école c'était complètement différent aussi. Ouais, ça, j'avais encore la vieille prof qui rentrait en classe, qui mettait ses sabots et qui mettait son tablier, quoi. Quelles sont les compétences principales que tu essayes de développer chez les enfants? Ça dépend un peu dans ce que tu entends par compétences. Je pense qu'il y a les compétences scolaires qui sont celles que n'importe quel enfant dans n'importe quelle école doit connaître, en maths, en français, en éveil. Après, je pense que c'est important dans le monde dans lequel on vit qu'ils aient, en plus de ces compétences-là, des compétences sociales et de bons citoyens. Et je pense que le monde dans lequel eux vont évoluer va être encore plus compliqué que le nôtre. Et donc, oui, tout ce qui est des compétences comme l'écologie, le respect de l'autre, etc., c'est toutes des choses que nous, on n'a peut-être pas apprises à l'école parce que la société n'a peut-être pas encore conscience de ces problématiques-là. C'est toutes des choses qui se rajoutent à notre liste de compétences, mais qui en même temps, je pense, ne se travaillent pas forcément... je fais pas forcément un cours spécifique sur l'écologie ou sur le respect de l'eau, sur l'antiracisme, sur... C'est plus que tu l'intègres. Voilà, c'est plus dans une espèce de dynamique et de discussion au travers des autres disciplines qu'on peut faire passer des petites choses en classe, quoi. Ouais. Comment tu fais du coup pour adapter tes méthodes aux besoins de chaque enfant? Je crois que c'est un truc assez compliqué pour chaque prof parce qu'on se retrouve de plus en plus avec des enfants avec des niveaux diamétralement opposés. On a des enfants qui ne parlent pas français à la maison, avec des parents qui ne peuvent pas aider, et en parallèle on a des enfants qui eux ont toute l'aide nécessaire et qui ont une culture scolaire déjà bien installée, et donc finalement ça rend notre boulot d'autant plus difficile parce qu'on est obligé alors de différencier la plupart du temps dans toutes les matières qu'on va enseigner. Si je veux, je sais pas, enseigner la règle de 3 à un gosse, je vais passer par un chemin pour l'un, par un autre chemin pour l'autre, et encore par un troisième pour un autre. Et donc c'est vrai que ça c'est un peu le défi. Après je pense que il y a certains moments où il faut
n'y a qu'une seule manière d'appréhender certaines matières et je pense que chacun doit pouvoir... la différenciation c'est très bien, donc différencier pour chaque enfant c'est bien, mais je pense que c'est pas toujours leur rendre service que de leur prémâcher le travail par rapport à la suite de leur vie où voilà, ils vont quand même arriver à un moment, à une vie adulte où il y aura des difficultés, où il y a des choses dans lesquelles ils seront moins doués et ils devront y faire face comme nous on y a fait face et leur rendre la tâche toujours plus facile en différenciant, c'est pas toujours le meilleur moyen. C'est quoi les plus gros défis que tu rencontres au quotidien? Je vais dire un défi qui n'est pas vraiment celui que je rencontre en ce moment, mais je pense que le plus grand défi c'est les parents. Les parents des enfants c'est le truc le plus relou. Parce que c'est pas pour ça qu'on fait ce métier-là, et c'est eux qui nous le compliquent le plus en général. Parce que soit ils pensent mieux savoir que nous, soit parce qu'ils pensent que leur enfant c'est le meilleur du monde, et donc dès qu'on ose dire autre chose que ce qu'ils veulent entendre, bah alors ça donne lieu à des scènes pas possibles. Donc disons c'est le truc qui me fait le plus peur. Après pour le moment j'ai pas encore eu de grosses expériences négatives, mais c'est vrai que... Est-ce que tu es formé à ce niveau-là au niveau des parents? Non. C'est ça? Ouais, non. Après, il y a même pas de formation qui pourrait préparer à ça, parce que finalement, un parent n'est pas l'autre. Ouais. Je pense que tout ce qu'on nous dit, c'est voilà, de garder une espèce d'attitude professionnelle et de pas s'emballer, de pas rentrer dans leur jeu. Et justement, d'essayer de déléguer. Et si on voit qu'à un moment, ça va pas, ben hop, vous n'êtes pas content, monsieur le directeur est par là. Et nous, c'est pas notre boulot, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est... il y a 24 gosses par classe, donc 48 parents. Ouais. Ça fait beaucoup à gérer, quoi. La journée d'un professeur, c'est quoi? Donc moi je me lève à 6h50, ouais, entre 6h30 et 6h50, petit café, pipi, douche, truc comme tout le monde quoi. Je vais à l'école à pied parce que je suis pas très loin, donc ça me fait mon petit moment décompressant du matin. J'aime bien arriver à l'école un peu avant, histoire de pas directement être dans le vif du sujet, et pas directement être avec tous les gosses qui te sautent dessus, d'avoir encore un petit café à la salle des profs, discuter avec les collègues tranquillou, préparer quelques trucs qui n'ont pas été faits. On arrive en classe et là en fonction du journal de classe que moi j'aurais préparé à l'avance, on commence les matières. Du coup tu commences les cours à 8h25, okay. Je commence l'école et donc c'est tous des blocs de 2 heures, de 8h25 à 10h05, puis après ils ont une récréation, puis de 10h30 à midi 5, midi 10, et puis de nouveau récréation et après cours jusqu'à 15h. Donc toujours des blocs de 2 heures, donc ça leur fait 6 heures de cours au total qui sont parfois coupés par gymnastique, etc. Et alors après ça, moi je fais encore 1 heure d'études où je prends les élèves en difficulté, 1 heure en classe. L'année passée, ce que je faisais, c'est qu'après ça, je faisais encore des cours particuliers le soir. Mais ça maintenant... Motivé. Ouais, motivé pour les pépettes. Mais bon, à un moment, il faut penser à soi et là j'ai arrêté, je me contente des études. Parce que du coup, tu terminais à quelle heure avant 17h30. Ok. Ce qui... Donc avec l'avant, avec les cours du soir en plus. Ouais, avec les cours du soir, je finissais à 17h30, 18h parfois. Ouais. Maintenant, 16h30 max, grand max. Comment tu gères les conflits ou les comportements un peu compliqués entre les enfants? C'est une petite partie du travail. Ouais, c'est une petite partie du travail. En même temps, c'est pas un truc qui me dérange outre mesure parce que je pense que ça fait partie du job. Et puis je trouve que c'est un côté un peu... on se rappelle vite de comment nous on ressentait les choses quand on était gosse, à quel point parfois un bête truc peut leur paraître énorme, alors que nous ça nous paraît dérisoire. Et donc c'est marrant de se retrouver dans la situation inverse. Ce que nous on met en place cette année, c'est des conseils de classe. Donc c'est un moment on fait pas toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, où ils peuvent exprimer leurs émotions. Donc il y a des boîtes dans la classe où ils peuvent déglisser des papiers, soit pour proposer quelque chose, pour exprimer un mécontentement ou quelque chose qui leur pose problème, ou alors aussi pour exprimer quelque chose de positif, ils doivent remercier quelqu'un. Et alors de temps en temps on ouvre cette boîte et on règle les soucis dont on parlait dans la boîte. Ça c'est, on va dire, dans la version bisounours, quand tout se passe bien et que le gamin arrive à attendre que le papier sorte de la boîte. Sinon dans les gros conflits de base, la plupart du temps, j'essaye de passer par le dialogue. Après, souvent, c'est vrai qu'à un moment, quand il y a un aspect répétitif, quand un gamin, je sais pas, est ultra violent à la cour de récréation et que c'est toujours le même, ce qu'il y a dans mon école et que je trouve pas si mal, je dis pas que c'est la solution miracle, mais c'est qu'on met en place une classe de réflexion. C'est pendant la première demi-heure de la récréation, ils vont dans une classe avec un professeur. Et alors ils doivent faire une espèce de compte-rendu qui est rédigé sous forme de chapitre, où d'abord ils expliquent la bêtise qu'ils ont fait, comment ils se sentent par rapport à la bêtise qu'ils ont fait et comment ils pourraient la réparer. C'est bien. Et on a mis ça en place parce qu'à la base on leur demandait juste, on appelait ça la classe de sanction à la base, on leur donnait je sais pas, genre des lignes à copier, etc. Un peu plus à l'ancienne ça. Voilà, à l'ancienne, on s'est dit à un moment il faut quand même
que la sentence ait un lien avec la bêtise, quoi. Ouais. Genre, voilà, que le temps que tu perds soit au moins mis à profit pour que tu réfléchisses à ce que tu fais. Ouais. Est-ce que ça a un impact? Je sais pas. Ça, par contre, je me dirais que allez, pour certains, oui, pour d'autres, ben voilà. Je pense que malheureusement, De il y toute a. façon, au cas par cas. Ouais, quoi. c'est cas par cas, quoi. Ouais. Comment tu impliques les parents dans l'apprentissage des enfants? J'implique pas. Les parents dehors, non, sans blague, et c'est vrai que c'est pas. Il y a pas vraiment de moment même où c'est propice pour qu'ils soient là. Après, voilà, il y a les réunions des parents, où là, c'est un retour par rapport aux apprentissages de leurs enfants, où on essaie parfois de les conscientiser par rapport à l'importance de suivre leurs enfants, ou même parfois, ben, on se rend compte qu'eux n'ont pas forcément le bagage pour pouvoir suivre leurs enfants. Mais par contre, de pouvoir alors mettre des choses en place, comme par exemple prendre une logopède pour un enfant dyslexique ou quoi que ce soit. C'est parfois, ça va un peu avec ta question de tout à l'heure. Le plus dur, c'est parfois de se rendre compte que les parents font des gosses, mais n'ont pas conscience à la fois de la charge mentale que ça va être, mais aussi de la charge financière. Et donc ça veut dire que, ok, t'as un gamin, mais ton gamin, il va pas arriver parfait comme dans un petit moule, machin, il aura peut-être des difficultés, etc. Et tu vas devoir payer des gens pour pouvoir l'aider si tu sais pas le faire. Et ça, parfois, c'est aussi un peu notre boulot, c'est un peu ingrat, parce que finalement, j'ai 29 ans, je dois aller expliquer à un mec de 40 ans comment il doit éduquer son gosse. Parce qu'en même temps, tu as l'apprentissage de l'école, mais l'apprentissage de la maison. Ouais, c'est ça. Des fois, les parents se reposent sur l'école pour tout apprendre comme ça, alors que... Après, ça, je trouve ça normal dans une certaine mesure que les parents qui n'ont pas la possibilité se reposent sur nous, mais je pense qu'ils doivent comprendre les limites de l'école. Je veux dire, on n'a que 6 heures avec eux par jour, et on a tous plus ou moins le même objectif, même si, comme j'expliquais, on passe par des moyens différents. Et donc c'est important que si ton gosse a un souci, c'est même pas forcément un souci d'apprentissage, si ton gosse va mal, parce que j'ai eu des cas comme ça où en fait le gosse est hyper nul à l'école, mais pas parce qu'il est nul en maths ou nul en français, parce qu'il va mal, et donc en classe il regarde par la fenêtre parce que, je sais pas, ses parents viennent de divorcer, il a pas la tête à ça. Il a besoin d'évasion, il est pas sur le cours. Quoi, je prends le taureau par les cornes et va mettre ton fils chez un psy pour qu'il aille mieux, ou genre parle-lui, donc c'est parfois des petits trucs comme ça, on doit essayer d'expliquer finalement aux parents ce qu'ils devraient faire ou ce qu'on ferait à leur place. Délicat, mais voilà. En général, c'est vrai que comme je travaille dans un milieu assez défavorisé, comme tu disais, ils reposent beaucoup sur nos épaules. Ils sont aussi souvent très à l'écoute de nos conseils, et donc ils sont pas du tout, ils le voient pas comme un jugement, mais plutôt comme une aide. Ouais. Mais voilà, parfois ça prend quand même parfois longtemps avant que quelque chose soit mis en place pour un gosse qui aurait dû avoir de l'aide beaucoup plus tôt, et ça c'est frustrant. Est-ce que tu crois que l'État fait assez pour le milieu de l'éducation? Après, honnêtement, je me mêle jamais trop de ces trucs politiques, parce que assez, pas assez, genre, je sais pas, allez. À leur place, je sais pas ce que je pourrais faire de plus ou de moins, ou j'ai pas tous les paramètres pour me dire, ok, comment ils devraient faire pour que ça se passe mieux. Je pense que malheureusement, souvent, ce qui se passe, mais pas forcément que par rapport à l'enseignement, c'est que les gens qui décident pour les métiers, comme que ce soit pour les métiers, le métier hospitalier, pour le milieu hospitalier ou pour l'école, c'est des gens qui n'ont jamais été sur le terrain, et qui donc finalement ne savent pas très bien de quoi ils parlent. Ils doivent gérer des budgets, et donc je pense qu'ils font au mieux, ou ils essayent de trouver des solutions, mais le problème c'est qu'ils sont en manque de connaissances du surplace. Et après, je me doute bien qu'ils n'ont pas le temps de venir voir dans les classes chaque semaine pour voir comment ça se passe. Mais c'est vrai que souvent, la frustration, c'est plutôt de se dire, mais comment vous avez pondu cette solution, quoi. Je pense à un truc tout con, genre, mais ils veulent changer les rythmes scolaires. Et donc ne plus faire, que les gosses n'aient plus cours de 8h30 à 15h, mais qu'ils aient cours de... plus tard. Ouais, plus tard, avec une grosse pause de 3 heures au milieu. Ok. Ça pose plusieurs problèmes. Ça pose le problème de où vous allez trouver les enseignants qui vont bien vouloir faire ça. Parce que pendant 3 heures du milieu, t'es pas payé, tu rentres chez toi, tu glandes pour retourner à l'école. De deux, on parle de rythme scolaire. Moi, je travaille, je sais très bien qu'un gosse, en hiver, il fait noir à 16h, tu vas pas le faire travailler jusqu'à 18h. Enfin, genre, pour lui, une fois qu'il fait noir, le cerveau s'éteint, comme tout le monde. Quand il fait noir, on a envie d'être chez soi, on n'a pas envie de rebosser comme ça. En plus quand t'es un gamin. Et donc, ils pensent, souvent ils se calquent sur les pays nordiques, qui sont souvent, qu'on pense souvent être en avance sur nous dans l'enseignement. Et donc, ils suivent ça, sauf que maintenant, ce qui se passe, c'est que les pays nordiques font demi-tour par rapport à des décisions qu'ils ont prises il y a 10 ans. Sauf que on suit un truc qui va à un moment revenir, et donc ce truc, les rythmes scolaires, ça va pas marcher. Enfin, je veux dire, c'est des trucs où tu te dis, il suffit de voir un gosse à 3h quand il sort de l'école, tu vas pas lui dire de rester 2 heures de plus à l'école, quoi. Et donc tu te dis un peu, décision, c'est pas très bien pourquoi manque de connaissances. Manque de connaissances du terrain pour,
Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait devenir prof en primaire, là maintenant? Un conseil, ça paraît un peu peu, et puis je trouve que ça un peu... plusieurs. Ouais, mais ce serait même un peu même présomptueux. Je pense que... Sois passionné. Mais ça, je pense que c'est un peu comme dans le métier, dans n'importe quel métier, parce que si t'es pas passionné, t'arriveras pas à t'accrocher et à passer outre les difficultés qui te sont de plus en plus imposées. Et je pense que, déjà, pour passer 6 heures avec des gosses en classe, faut déjà un petit peu aimer les gosses. Enfin, faut déjà bien le vouloir. Il y a beaucoup de gens que ça rebute. Et ne pas se contenter des compétences standards. Savoir que maintenant, ce qu'on attend d'un prof, ça va au-delà. Et que c'est pas des petits mathématiciens ou des petits littéraires que tu formes, c'est des futurs hommes et femmes de la société et qu'il faut qu'ils soient prêts pour tout ce qu'ils attendent. Et finalement, tu sais pas faire la règle 3, ça craint, c'est important. Mais par contre, il y a d'autres choses qui te seront beaucoup plus utiles pour réussir dans la vie et pour créer des liens et des relations solides. Un gamin qui est mauvais à l'école, il va sûrement rester mauvais dans toute sa scolarité parce que c'est pas une question de con ou d'intelligent. Il y a des gens qui ne sont pas scolaires, c'est une façon d'apprendre, je dirais. Et le rabattre ça pendant les 6 ans de primaire plus les 6 ans de secondaire, c'est juste lui pourrir le reste de sa vie. Et donc, je pense que la confiance en soi aussi. Je pense que même si on est je suis obligé de lui mettre des mauvais points quand il a pas réussi un truc, mais c'est lui faire comprendre qu'il y a d'autres compétences. Et souvent, ce que je leur dis, c'est t'inquiète pas, ton tour viendra. Genre, c'est juste que moi, j'ai pas encore les cartes pour évaluer tes compétences à toi. Mais à un moment, elles seront reconnues, tu vois. Mais c'est juste que moi, madame, maintenant, je peux pas te mettre des points parce que t'as une bonne sociabilité ou parce que même toi, t'as un cadre où tu dois même si tu vois, si t'es un mec qui est hyper doué, une meuf qui est hyper douée en art, etc., malheureusement, c'est dévalorisé par rapport au reste des matières dans la grille d'évaluation. Voilà, on va le prendre pour une espèce de petit artiste, mais que le reste est nul, t'as beau avoir 20 sur 20 en art, le reste prend le dessus et t'auras un mauvais bulletin. Donc lui dire, voilà, t'as des compétences, et surtout, t'inquiète pas, ton tour viendra, quoi. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux enfants desquels tu t'occupes, qui verront peut-être cette vidéo, peut-être plus vieux? Est-ce que tu aurais un truc à leur dire? À mon avis, pas besoin d'attendre qu'ils soient plus vieux, ils sont déjà collés sur les écrans maintenant. Comme je disais, genre, ton tour viendra, et j'espère qu'aujourd'hui ton tour est venu, et qu'en tout cas t'es un adulte épanoui, et que t'as accompli tous tes rêves. Kaizen. Bravo. Abonne-toi. Mets la cloche.